Bonsoir Alain. Bonsoir Christian. Heureux de vous accueillir. Claude Vallon, qui a présenté cette émission dans le journal spécialisé Radio-TV Joitout, fait un petit peu, très brièvement, le point du Delon 84, soulignant deux films. Un amour de Swan, où vous jouez Charlus, soulignant Notre histoire aussi, où vous jouez le rôle de Robert, et soulignant que vous n'êtes jamais aussi bon que dans des projets ambitieux, comme l'étaient ces deux films. Et à la fin de son article, il se pose une question, à savoir dans quelle humeur je vais vous trouver ce soir. Quelle est la coloration de l'humeur ce soir? Je suis de très bonne humeur, Christian. D'abord, je suis très sensible à cet article, à ses compliments, et je trouve que c'est très sympathique comme entrée en matière. Bon, nous sommes en plein cycle Delon, vous le savez. Actuellement, notre antenne diffuse plusieurs films. Nous avons déjà diffusé Comme un bon grand, Monsieur Klein, que vous aimez beaucoup, film avec Joe Losey, disparu aujourd'hui. Flick Story, nous allons diffuser Borsalino, Le Gitan, et ce soir nous diffuserons Trois hommes à abattre de Jacques Deray, un cinéaste avec lequel vous travaillez souvent, fréquemment. Question simple, l'homme pressé que vous êtes, toujours aussi pressé et toujours aussi vite? Écoutez, je ne sais pas, j'ai pris un rythme de vie depuis quelques années, j'ai pris une façon à moi de vivre qui est la mienne. Je ne vois pas ce qu'elle a de pressé, je crois que c'est... Vous savez, très souvent, on a l'impression que c'est les autres qui sont un peu en dessous et qui ne vont pas assez vite. Moi, je vis à mon rythme. Un jour, quelqu'un m'a dit, il faut prendre le temps de vivre. Et j'ai dit, j'ai pas le temps de prendre le temps. Je veux dire. Mais le principal, c'est pas ça. Le principal, c'est que ça n'est pas d'être pressé. C'est de faire quelque chose, je veux dire. De faire quelque chose dont on a envie. Quelque chose qui vous satisfasse. Je trouve que c'est déjà un tel privilège dans la vie de pouvoir faire la chose qu'on aime, de pouvoir faire le métier que l'on aime, ou différents métiers que l'on aime, que j'ai beaucoup de chance. Alors cette chance, vous pouvez la trouver, vous pouvez la saisir, vous pouvez la manquer, vous pouvez aussi la provoquer. Moi, je crois qu'un peu tout à la fois, je l'ai saisie et provoqué cette chance, et ce qui me permet de faire, dans ma vie, d'avoir de nombreuses activités parallèles au cinéma, tout à fait aussi différentes que l'est le cinéma, et que c'est simplement par besoin d'expression, par besoin de vivre, par besoin d'émotions nouvelles, par besoin de, peut-être de... peur d'une certaine routine, peur d'une certaine habitude. J'ai horreur de l'habitude. Vous me permettez que je continue de parler, puis je vous me laissez parler? Je vous en prie, c'est la moindre des choses. Non, parce que j'avais l'impression justement que vous aviez peut-être envie de me demander quelque chose d'autre. Ça va venir. Disons que je suis, bon, vous savez que je suis un passionné, et comme tous les passionnés, je veux dire, je suis quelqu'un qui fonce vers les choses qui l'attirent, et qui l'attirent parce que ce sont des émotions tout à fait différentes et des émotions nouvelles. Donc lorsque quelque chose m'attire, je veux dire, je le fais à fond. Je fais à fond de mon cœur, à fond de mon être et à fond de mon âme. J'aime mon travail par-dessus tout, j'aime le travail, et lorsque j'aime tout court, j'aime aussi par-dessus tout, parce que je suis ce passionné. C'est vrai que vous marchez à la passion. D'ailleurs, en deuxième partie, nous aurons 50 minutes pour parler justement de votre passion. On parlera de Notre histoire, qui est un film auquel vous tenez, qui n'est pas comme ça un film dans votre filmo, qui est un film important pour vous. Nous parlerons de vos réactions à la suite de ce film, de sa non-sélection à Cannes. Vous vous êtes exprimé, et quand vous vous exprimez, vous prenez pas vous prenez les raccourcis et c'est direct. Nous en parlerons. Nous parlerons de Delon Saltimbanque, l'acteur. Nous parlerons de l'homme d'affaires, comment tout ça cohabite. Nous parlerons aussi de Delon 84, c'est important. Quelles seront les orientations, vers quel cinéma? Nous parlerons aussi de Delon citoyen. Et puis, à la fin, j'aurai une dernière question, mais nous n'en sommes pas encore là. Le film de Jacques Deray est adapté d'un auteur bien connu, Manchette. Au départ, c'est Le Petit Bleu. C'est le petit blues, le petit blues de la côte ouest. Je n'ai jamais très bien compris, parce que les gens ont toujours appris le petit bleu de la côte ouest sans savoir ce que ça veut dire. Et en réalité, c'était tiré d'un roman américain. C'était pas bleu, mais c'était blues, la musique, l'air, le blues de la côte ouest, c'est-à-dire de la côte ouest des États-Unis, un état d'âme, qui a été transposé en français, adapté par Manchette, et dont on a tiré Trois hommes à abattre en 1979 par Jacques Deray. C'est vrai. Alors, moi, je remarque il y a certaines vedettes qui font un film seul. Moi, je remarque que vous êtes quand même toujours bien accompagné dans un film. Il y a quand même Monsieur Pierre Dux, c'est pas n'importe qui. Michel Auclair, c'est une superbe carrière. Simone Ronan, André Falcon, c'est quand même des gens solides. C'est important quand même, un entourage dans un film. Je crois que c'est une question de choix, c'est une question de principe. C'est mon choix, je veux dire, je ne suis pas... contrairement à ce qu'on a pu annoncer ou dire quelquefois, je n'ai pas ce côté mégalomane, si vous voulez. Je trouve qu'un film, c'est un travail d'ensemble. On ne peut pas jouer, je veux dire, tout seul, tout le temps.
Et Sinon, c'est du musical. sinon, c'est du musical, ce qui n'est pas le cas. Et je veux dire, le plus naturellement du monde, lorsqu'on peut s'entourer d'acteurs, je veux dire, de grande qualité ou de grands talents, c'est toujours un avantage pour le film, et c'est un avantage pour vous. Je veux dire, c'est un avantage de donner la réplique à Pierre Dux plutôt que de la donner à Pierre Dupont. Il en sort quelque chose de plus, et c'est ce qu'on appelle en général dans le cinéma le petit plus. Et moi, je suis, si vous voulez, très, très admirateur et très admiratif des talents consacrés. Je suis très respectueux des hiérarchies professionnelles. Et lorsque vous avez cité des gens comme Pierre Dux, je veux dire, pour moi, Pierre Dux, c'est énorme. Ça représente la comédie française, ça représente 50 ans de théâtre, ça représente beaucoup de choses. Je suis respectueux de cela. Et lorsque je peux engager en tant que producteur des gens comme Pierre Dux ou comme Michel Auclair, ça me flatte. J'en suis fier. Lila Di Lazzaro, est-ce qu'elle a fait une carrière depuis ce film? Non, Dalila est restée essentiellement en Italie parce qu'elle ne peut pas, elle refuse de prendre l'avion, et je crois qu'elle a gâché sa carrière à cause de cela. Incroyable. Elle a eu des propositions intéressantes en Amérique et ailleurs, et elle ne peut absolument pas prendre l'avion. Je vous rappelle une petite anecdote parce que je regardais la fin de Trois hommes à abattre. Vous savez que la fin a été coupée, il y a eu une deuxième fin, une fin japonaise. Vous avez vu, nous remontons les Champs-Élysées, et puis quelqu'un me donne du feu et me donne une balle dans la bouche, me tire une balle dans la bouche. Les Japonais ont refusé cette fin et ont dit on ne veut pas que Delon meure à la fin du film, et ils ont arrêté le film lorsque nous remontons les Champs-Élysées et coupé la deuxième partie. C'est une anecdote... C'est important parce que c'est important. Au Japon, vous êtes enfin un dieu, quoi, une énorme vedette. Oui. C'est fou, ça. Oui, oui. Ouais. Il faudrait que je vous suive un jour au Japon, ça doit pas être triste Ah, d'arriver. c'est de venir avec moi au Japon, c'est un spectacle. C'est un peu comme un président qui se déplace, enfin, en toute modestie. Ouais. Sans fausse modestie. Eh bien, c'est vrai qu'il vous arrive souvent de mourir à la fin des films, mais il y a eu 84, et il me semble que c'est une année importante, parce que là, il y a eu 2 films, vous ne mourrez pas d'ailleurs, et je crois qu'il faut quand même parler de ces 2 films. Le premier, c'est naturellement le Proust, l'adaptation du Proust, Un amour de Swann. Alors, vous avez accepté le rôle du baron Charlus. Vous avez hésité d'ailleurs, je crois, quelque temps avant de dire oui, je le fais, etc. Si la presse de l'époque a restitué justement cette hésitation. Alors, puis-je vous demander pourquoi vous avez hésité, et puis je vous demander pourquoi vous l'avez accepté, à raison d'ailleurs, si l'on en croit les résultats de la critique. Je vais vous répondre d'abord que je n'ai pas hésité, que je l'ai accepté dès qu'on me l'a proposé. Ce sont les gens de la production qui ont hésité à me le proposer. Voilà, exactement. Et si vous voulez, je veux dire, le producteur, le metteur en scène et le distributeur n'osaient pas proposer à Delon de faire le rôle de Charlus. Et puis lorsqu'on m'a envoyé ce scénario en me disant, voilà, nous nous jetons à l'eau, est-ce que vous accepteriez? Je l'ai lu et je l'ai fait immédiatement. Mais je l'ai fait immédiatement, pas à cause du rôle, ni à cause du personnage de Charlus. Je l'ai fait et je l'ai déclaré dans beaucoup de journaux, dans beaucoup de presse, eu égard et hommage à Visconti et aussi à Lauzet, qui voulait sont le faire. Tous les deux disparus. Je vous le dis franchement, comme je dis toujours les choses comme je le pense, et franchement, je n'aime pas beaucoup le film. Je n'aime pas beaucoup le film parce qu'il ne retrace pas, je veux dire, Proust. Il n'est pas vraiment Proust. Il est à peine un élément dans l'univers de Proust, et peut-être même une anecdote dans l'univers de Proust, même romancé, je veux dire. Cet amour de Charlus, cet amour de Swann pour Odette, de Crécy, je veux dire, est totalement romancé. Nous sommes très très loin de la recherche du temps perdu et très très loin du film que voulait faire Visconti. Si vous me permettez de vous l'expliquer, le film n'a pas été fait par Visconti parce qu'il aurait coûté trop cher et parce qu'aucun gouvernement, surtout le gouvernement français, a refusé de le financer ou de le cofinancer. Visconti avait une vision tout à fait différente. Il voulait vraiment tourner l'œuvre de Proust comme seul lui aurait pu le tourner, de la même veine et de la même façon qu'il a tourné Le Guépard. Il avait pensé à Brando pour le rôle de Charlus, à Alain Delon pour le rôle du narrateur, et à Sophia Loren pour Odette de Crécy. Et puis le film n'a jamais pu se faire parce qu'une enquête a été faite dans les milieux américains et on s'est aperçu que seuls les universitaires iraient le voir, donc il était absolument pas rentable. Et puis quelques années après, le sujet est passé dans les mains de Joe Lauzet, il a été réadapté par l'adapteur favori de Lauzet, dont j'oublie le nom, mais vous avez... Pinter. Et Pinter en a fait un scénario sublime. Et Joe a essayé de faire aussi son Proust, sa recherche du temps perdu. Il a eu rendez-vous avec le président Giscard d'Estaing. Il a vu le président Giscard d'Estaing. Il lui a dit « Est-ce que vous voulez qu'on fasse Proust ?»
Je souhaiterais que nous fassions Proust. Le président lui a répondu, je vais me pencher sur le problème. Il ne s'est vraisemblablement pas penché sur le problème. Et Joseph Losey n'a jamais plus non plus pu avoir les capitaux pour réaliser son Proust. Et puis le projet est passé dans les mains de Schlendorf, comme cela, parce que les producteurs, parce qu'une productrice, entre autres, Nicole Stéphane, depuis 20 ans, essayait avec acharnement de réaliser son Proust, de réaliser son Swann, et puis il en est sorti ce qu'il en est sorti. Oui, si j'ai accepté de le faire, donc, je l'ai accepté parce que c'était le rôle de Charlus, et je l'ai accepté vraiment en hommage à Visconti, en hommage à Losey, mais je dois vous dire que je ne suis pas un fan du film, que Proust, mis en scène par un metteur en scène, absolument, ça n'est absolument pas péjoratif, je veux dire un metteur en scène allemand avec une Odette de Crécy italienne, un Swann anglais et un Charlus français, tout ça pour moi c'est un peu une cuisine que je n'ai pas tellement appréciée. Un Shaker regrettable, voilà. Vous déclarez. Un Shaker regrettable. Mais ce qu'il faut dire tout de même, le film a été une formidable affaire pour vous, parce que la critique, une partie de la critique, qui vous avait complètement abandonné en disant Delon, bon d'accord, c'est les gendarmes et les voleurs, les mitraillettes. Tout à coup, toute une critique a dit « Ah, mais ce fabuleux comédien existe toujours ». Et en fait, c'est vous qui avez pratiquement tout ramassé, le film, c'est vrai, au niveau de la critique. Oui, je vais vous paraître superfétatoire, je vais vous paraître très prétentieux. La critique, je veux dire, la critique, elle a 20 ans ou elle a 30 ans. Je veux dire, ça n'est peut-être plus tout à fait la critique qui faisait les critiques sur les films d'Alain Delon il y a 25 ans, voyez-vous. J'ai toujours été ce comédien, je crois que je suis ce comédien. Je crois que de se le rappeler ou de se le souvenir à l'intérieur d'un amour de soi dans le rôle de Charlus, c'est absolument ridicule, je veux dire. Je l'ai fait sachant exactement ce que j'allais faire, sachant exactement ce que j'allais interpréter, ce que j'allais donner. Je vais me dire, mais disons, ce comédien dont vous avez parlé tout à l'heure, Delon, il existe depuis 25 ans. Je faisais simplement citation d'une partie de cette critique qui vous retrouvait, et ce que vous avez fait dans le film, dans Un amour de Swann de Schlendorf, eh bien voici tout de suite un extrait, le baron Charlus, Alain Delon. C'est à la mode. Vous trouvez que ça peut m'aller? Oh, bien sûr. Regardez-moi ce chapeau. Je fais des volières et des potagers sur la tête. Ah, quand je pense aux femmes que nous avons connues. Pauvre Charles. Et puis cette année 84 va être marquée aussi par un film important. Il faut quand même, je vous dis, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, j'ai dit je n'apprécie pas tellement le film tel qu'il a été. Le climat, c'est ça, oui. Mais je me suis profondément régalé, entre guillemets, à composer et à interpréter ce baron de Charlus. Vous l'avez senti, j'en suis sûr. Ça se voit sur l'écran, oui, absolument. L'année 84, il y a un autre film important. D'abord parce que c'est un auteur, Bertrand Blier, c'est un cinéaste ambitieux qui a une écriture cinématographique spécifique. On a vu Buffet froid, on a vu différents films, Beau-père, entre autres, et bien d'autres. Et vous avez tourné avec lui, donc, Notre Histoire. Scénario ambitieux, je veux dire. C'est pas du cousu humain, c'est pas rectiligne, ça commence à A, ça finit à Z. Là, il y avait, je suppose, parce que vous ne faites rien gratuitement, je veux dire, sans le réfléchir, vous avez eu envie de faire le film. À un moment donné, il y a une rupture avec un autre cinéma. Vous avez eu envie de faire un cinéma avec cet auteur. Ça, j'imagine, ce film avec cet auteur. Non, pas vraiment, Christian. Je veux dire, je réfute cette version des choses. J'ai eu envie de travailler avec Blier, c'est certain. J'ai eu envie. Ça date depuis longtemps, cette envie de travailler avec Blier. Vous l'avez non, pas du tout. C'est tout à fait par hasard. Bon, j'aime l'univers de Blier. J'ai adoré Buffet froid. J'ai adoré Vos mouchoirs. J'ai adoré tous ces films. Mais si vous voulez, j'avais envie de travailler avec Blier. J'avais envie, ça ne s'était pas présenté, de travailler avec Nathalie Baye aussi. Mais où je réfute votre version, c'est que il n'y a pas eu de virage, comme on dit. Il n'y a pas eu de changement dans la carrière d'Alain Delon. Il y a eu simplement des propositions à des stades différents, il y a eu des situations différentes, il y a eu des moments tout à fait différents, disons, des occasions différentes. C'est tout à fait par hasard que 1984 soit retrouvé avec Swann et avec Notre Histoire. C'est le hasard. C'est le hasard, le pur hasard. Ça n'est pas moi qui ai cherché cela. Lorsque j'ai fait, il y a 25 ans dans la même année, il y a 20 ans dans la même année, Rocco et ses frères, L'Éclipse, Quelle joie de vivre et Plein soleil, c'était aussi tout à fait par hasard. C'était un petit peu le Delon que vous retrouvez dans Notre Histoire et que vous retrouvez dans Swann.
comprenez ce que je veux dire? Et puis après, cycliquement, on a eu tendance à oublier cela. De toute façon, je veux dire, il faut passer une génération en arrière pour se souvenir de Rocco. Et puis, on a donné cette image, je veux dire, qui est l'image populaire, qui est l'image du public, de Delon le battant, Delon Borsalino, Delon la mitraillette, Delon le revolver, Delon le gangster ou le policier. Et on a oublié ces films-là, parce que tous les films que je viens de vous citer sont des films dits commerciaux, et je veux dire, qui ont donné une image un petit peu stéréotypée de l'acteur Delon, mais qui n'ont rien changé, je veux dire, à la palette de l'acteur Delon. Et pour moi, d'accord, mais je me suis mal exprimé. Je voulais dire que de choisir ce rôle dans ce film, ce rôle de Robert, c'est une façon quand même, et c'est rare quand un acteur, une star est en haut, bon, c'est très bien qu'on reste dans un certain registre de rôle, bon, puis on n'en sort pas. Là, vous cassez quand même carrément une image, en quelque sorte. Non, je ne casse pas une image, je ne casse absolument pas une image. Je joue exactement le contraire des personnages que j'ai joués 3 mois avant. Je veux dire, c'est le propre d'un acteur. Je suis un acteur, je suis un comédien. Je suis un comédien, je veux dire, qui a appris son métier à l'école de la vie, à l'école de la rue. Je n'interprète pas mes rôles, je ne les joue pas, je les vis. Il m'a paru important de vivre Robert Avranches. Il m'a paru important à ce stade peut-être de ma carrière de vivre ce personnage qui est tout à fait à l'opposé de ce que je peux être, qui peut avoir aussi certaines choses qui m'appartiennent, qui sont au fond de moi-même, qui sont dans mon cœur, qui sont dans mon âme, dans ma personnalité. J'ai eu envie de le vivre. J'ai eu envie de le vivre et je l'ai vécu dans ce film à en crever, parce qu'il en crève, je veux dire. Mais simplement parce que c'est mon métier d'acteur. Si, je veux dire, de pouvoir faire à la fois... sans aucune prétention, Christian, de pouvoir faire à la fois notre histoire, Swann de Proust, Le Battant, Zorro, Monsieur Klein et Borsalino, je veux dire, c'est ça le propre et l'essentiel de l'acteur, c'est de pouvoir justement interpréter tous ces personnages. Et ce qui me fascine, si vous voulez, personnellement, ce que j'ai du mal à réaliser, à comprendre, c'est qu'à chaque fois que je fais un film, quel qu'il soit, la réaction générale, pratiquement, du public, je veux dire des gens de la rue, des gens que je ne connais pas, des anonymes, des kidams qui m'en parlent, me disent « Ah, je vous ai vu dans tel film, c'est extraordinaire, c'est absolument vous, c'est tout à fait vous. » Alors je dis toujours « Mais où est Delon? Qui est Delon? Le Delon de Borsalino, le Delon du Battant, le Delon de Zorro, le Delon de Rocco et ses frères, le Delon de notre histoire? Non, c'est simplement un acteur, je veux dire, qui fait son métier, qui le fait comme il doit le faire, tel que je l'entends, tel que je le comprends, que je le conçois. Est-ce que vous me permettez de Je dire... vous le dis tout de suite, je suis un grand acteur, voilà. Vous voyez, je ne prends pas de gants. Et c'est justement pour ça que j'arrive à faire à la fois notre histoire, le baron Charlus et Monsieur Klein. Bon, est-ce que vous me permettez de vous dire que j'ai été heureux, moi, de retrouver le comédien Delon dans ce film-là, Notre Histoire, et dans ce rôle de Robert Avranches? J'en suis flatté, j'en suis très heureux parce que je l'ai fait justement. Vous savez, je sais très bien que lorsque je fais Notre Histoire, je le fais pour une petite chapelle, malheureusement. Je sais très bien que je fais pour un élitisme, je le sais. C'est regrettable, c'est comme ça. On ne peut pas satisfaire tout le monde. Et si vous prenez la carrière d'Alain Delon, je veux dire, si vous voyez sa filmographie, vous verrez qu'il a essayé toujours, dans la mesure du possible, de toucher tous les publics. Parce que dans tous les films que j'ai faits, il s'adresse en général à tous les publics. Malheureusement, il y a aussi le problème commercial. C'est-à-dire qu'un film comme Notre Histoire coûte aussi cher que Borsalino. Oui. Comme on dit dans le cinéma ou comme on dit dans le domaine du cheval, un mauvais cheval mange autant qu'un bon cheval. Et c'est ça le problème. Oui. Alors, on va donner quelques clés, parce que le film ne se raconte pas. Ça, je crois que s'il y a un film qui ne se raconte pas dans le détail, c'est celui-là. Simplement 2 ou 3 clés, 2 ou 3 éclairages. Il y a un homme dans un train, c'est Robert Avranches, dans un compartiment. Bon, un homme dans ses pensées, et tout à coup, dans ce compartiment, il y a une femme qui est Nathalie Baye. Bon, et à partir de là, le film commence. Alors, à partir d'une situation comme ça, sur une page de scénario, un homme, une femme dans un compartiment, et puis c'est là où on voit un talent d'écriture, c'est là où on voit aussi une conception qui fait l'originalité de Blier. C'est là où on voit que c'est un cinéma particulier, que c'est un cinéma d'auteur tout à fait particulier. Je veux dire, c'est un cinéma peu habituel. Avec une palette de coloration. C'est une écriture tout à fait anticonventionnelle. Il l'a voulu comme ça. Il a voulu le film au second degré. Il ne l'a pas voulu au premier degré. Vous qui avez vu le film, et je ne vais pas le raconter, vous savez très bien que si le film que les spectateurs vont voir avait été tourné au premier degré, il aurait été un mélo, ce que ne voulait pas Blier, et il aurait pu faire un malheur. Oui, bien Vous sûr. me comprenez bien. Absolument. Il a été volontairement anticonventionnel et tourné au second degré.
Pour moi, c'est un film bouleversant. Pour moi, personnellement, c'est un chef-d'œuvre, c'est un film qui restera, c'est un classique, je veux dire. On en parlera longtemps et on en parlera toujours, je veux dire. Notre histoire restera un classique, c'est tout. C'est vrai que vous fonctionnez à la passion, comme vous le disiez en début de cette émission, comme vous le disiez dans l'introduction de cette émission. Et moi, je vous compare souvent, quand j'écris sur vous, ça m'arrive, à un fauve. Je dis attention, une banderille qui touche et qui fait mal, le rend très dangereux. Permettez de le dire, je l'ai écrit, je peux le dire sur un plateau devant vous. Et là, vous avez été blessé avec ce film. Parce que, en lisant sur vous, en vous connaissant un peu, je n'ai jamais vu de votre part, pour un film, une réaction aussi violente, je dirais presque à la limite démesurée, que celle que vous avez eue, parce que ce film n'a pas été sélectionné pour représenter la France au Festival de Cannes, alors qu'il avait la possibilité de l'être, puisque la France a droit à 3 films, je crois, et qu'elle n'en a sélectionné que 2. Votre violence a été vraiment très grande. C'était Delon en colère, on ne va pas reprendre dans le détail tout, hein, mais le ministre de la Culture s'est trouvé traité d'incompétent, les sélectionneurs de ringards, voire même de séniles. Bref, fallait-il que, je ne veux pas tout énumérer sans intérêt, fallait-il que la blessure soit profonde pour que vous réagissiez avec une telle violence? Aujourd'hui, avec le recul. Je confirme tout ce que j'ai dit, je le maintiens. Je voudrais simplement préciser que ce qu'on a oublié de dire, on l'a attribué à Delon. On a oublié de dire que c'était le producteur Delon. C'est pas l'acteur Delon. On a eu tendance à faire croire et comprendre que Delon, l'acteur Delon, était mécontent de ne pas avoir été à Cannes. J'ai oublié de préciser que vous avez produit ce film. J'ai produit ce film. Je l'ai produit, ce film a coûté horriblement cher, et ce film est un film d'auteur. Ce film était pour moi, si vous voulez, l'idéal même du film de festival. L'idéal même du film de Festival de Cannes et l'idéal même du film de représenter la France. Je ne veux pas parler des films qui ont été sélectionnés et qui ont représenté la France. Vous les connaissez, tout le monde les connaît. Oui. Je dis simplement que là, il y a eu délibérément et volontairement un barrage pour que ce film aille à Cannes. Alain, parlons net. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a eu complot politique, disons-nous? Non, politique absolument pas, parce que j'ai appris depuis que le ministre Lang lui-même était pour le film à Cannes. Il y a un comité de sélection qui n'a strictement rien à voir avec la politique, disons-le, qui sont ces gens séniles dont j'ai cité les noms plus avant. Il y a eu complot, non, il y a eu barrage. Je ne veux pas dire qu'il y a eu complot. Complot est un mot trop important. Je veux dire, complot implique la politique. Je veux dire, mais il y a eu absolument volonté délibérée d'empêcher le film de Bertrand Blier et pas d'Alain Delon ni de Nathalie Baye, le film de Blier de représenter la France à Cannes, ce qui aurait tout changé. Le film aurait fait scandale à Cannes, mais il aurait fait scandale positivement parce que c'est un film de festival. Je le maintiendrai jusqu'à la fin de mes jours. Oui, je crois savoir, mais on n'est jamais sûr de rien, que l'un des sélectionneurs, et le critique notamment de Libération, a voté pour que votre film soit à Cannes. Tubiana, oui, absolument, oui. Donc là... absolument, oui. Absolument. Bon, est-ce qu'à votre avis, on ne voulait pas Delon à Cannes? Enfin, pourquoi on ne vous voudrait pas à Cannes? Votre dernière venue à Cannes, vous étiez venu pour Monsieur Klein? Non, je n'étais même pas venu pour Monsieur Klein parce qu'on m'avait dit, venez, vous aurez le prix. Alors j'ai dit, écoutez, si vous venez me donner le prix, c'est pas la peine que je vienne. Et je ne suis pas allé, je n'ai pas eu le prix. Vous auriez pu faire une chose à Cannes, c'est présenter le film dans une salle. Bon, vous savez très bien que les gens seront venus. Non, parce que ça s'est déjà fait. Je veux dire, Brigitte Bardot l'a fait il y a quelque temps, ça a fait un scandale. Parce que je n'étais pas pour le scandale. Je veux dire, je n'ai pas voulu. J'ai attendu que le festival soit terminé pour faire ce J'accuse que vous avez lu. Je n'ai pas voulu faire comme certains de mes confrères, style Zulawski, pendant le festival. Ça leur a profité. J'ai eu la dignité d'attendre la fin du festival pour dire ce que je pensais. On ne m'a même pas reconnu cette dignité, on ne m'a même pas reconnu cette pudeur. Je m'en fous. Ça ne change rien à ce que j'ai dit, ça ne change rien à ce que je pense. On n'a pas voulu le film de Blier à Cannes, on n'a pas voulu Delon à Cannes. Pourquoi? C'est leur problème. Ça les regarde. Oui, la colère n'est pas retombée complètement. Hein. Mais la blessure est jamais. Ouverte, hein, encore. Non, la blessure n'est pas ouverte pour cela. La blessure est parce que c'est un film, vous l'avez vu, Christian, oui, soyez honnête. Mais je l'aime, moi je l'ai écrit, je l'aime. Le public va le voir. C'est un film de festival. C'est le Blier, je veux dire, c'est le festival. C'était l'essence même du festival. Il fallait le comprendre. Je veux dire, 3 personnes ont décidé de ne pas l'envoyer. 3 personnes, et on a lu dans les journaux le choix de la France.
3 personnes décident du choix de la France. C'est absolument intolérable. 3 personnes qui sont des critiques. Ok, qui sont des critiques sous quels critères? Qu'est-ce qu'ils feraient s'ils n'étaient pas critiques? On ne va pas repartir là-dessus. Oui, mais on a déjà eu un débat avec Blache un jour. Avec Buach. Alors. Avec Buach, pardon. Oui. Non, mais c'est aussi un homme qui sélectionne l'équipe de France de football, un homme qui sélectionne l'équipe de France de rugby, je veux dire, on va pas... Mais il sait de quoi il parle. Celui qui sélectionne l'équipe de France de football sait de quoi il parle, je veux dire. Bon. Vous avez déjà vu un chef d'orchestre qui ne sait pas jouer d'un instrument, je veux Oui, dire. ça c'est toute la... Alors là, on peut faire une théâtre sur la critique, il nous faudra une nuit. Exactement. Écoutez, alors on va faire une chose qui est simple. Hein. Oui. Je vais rappeler au public, moi, les 2 films qui ont été sélectionnés pour la France à Cannes. Ça, c'est votre problème. Oui, oui, mais on va faire une chose. Il s'agissait d'Un dimanche à la campagne, de Bertrand Tavernier, qui est sorti sur les écrans romans, donc une partie du public a vu. Il s'agissait de La Pirate de Jacques Doillon, qui a été sélectionné, qui est sorti en Suisse romande aussi. On va parler quand même d'une cohabitation, la passion toujours, parce que je crois que c'est le thème dominant avec vous, la passion et le défi. Je crois que c'est 2 axes. Bon. Alors la passion, il y a le saltimbanque, vous vous reconnaissez de cette famille, acteur, comédien, et il y a l'homme d'affaires. Alors, j'ai assisté il y a une semaine à quelque chose de tout à fait étonnant. Mais je parle sérieusement, tout à fait étonnant. Vous étiez dans un hôtel de la rive droite, une salle de conférence, il y avait là des hommes très sérieux, des hommes d'affaires, banquiers, costume 3 pièces, etc. Je ne sais pas sur un tournage si vous êtes aussi tendu ou concentré. Quand vous arrivez sur ce plateau, vous faites le tour du plateau, vous marchez, vous vous concentrez. Mais là, je vous ai trouvé d'une concentration extrême. Et puis, vous avez parlé à ces gens, et en substance, vous leur avez dit, voilà, bon, vous me connaissez, je suis Bandelon. Et j'ai eu l'impression que vous étiez là pour les convaincre que vous preniez les affaires au sérieux. Et à un moment donné, on avait presque l'impression d'être dans une séquence de film. Comment vous avez ressenti cette réunion au bout de votre point de vue? Pas du tout. Moi, je ne l'ai pas ressenti comme une séquence de film. Vous l'avez peut-être vu objectivement, je veux dire, comme une séquence de film. Moi, je me suis senti tout à fait à ma place. Je savais exactement pourquoi j'étais là. Je savais qui était là. En l'occurrence, c'était des licenciés qui sont chargés de vendre et de distribuer la marque Alain Delon dans le monde. Et j'avais besoin de mettre certaines choses au point avec eux. Disons que la concentration vous a semblé peut-être plus forte parce que je n'ai pas, si vous voulez, dans ce domaine des affaires, le métier qui permet de me reposer comme dans le cinéma. Je n'ai pas l'expérience de 25 années passées. Donc il est très difficile de s'adresser à des banquiers, très difficile de s'adresser à des gestionnaires, très difficile de s'adresser lorsqu'on n'a pas cette formation et lorsqu'on s'improvise un petit peu dans ce domaine. Et comme les choses n'allaient pas comme je le souhaitais, j'ai réuni tous ces gens en un séminaire pour leur dire exactement que maintenant j'allais prendre les choses en main et leur faire comprendre qui j'étais et que j'étais le patron. Ça, vous l'avez dit clairement. Hein, je l'ai dit clairement, mais... Ah oui, il n'y avait pas d'ambiguïté, là. Mais il n'y a pas d'ambiguïté parce que je le suis. Je le suis, mais il fallait le faire, il fallait le dire. Il y avait certaines de ces personnes en plus, si vous voulez, qui ne se connaissaient pas. Donc ça a été la réunion de tous ces gens, de tous ces représentants de la marque Alain Delon, de tous ces licenciés de la marque Alain Delon. Et j'ai fait ma tâche, comme vous l'avez dit, je veux dire, en professionnel. Je vous ai dit souvent, il y a dans la vie les professionnels et les cons. Bien, malheureusement, il y a plus de cons que de professionnels. J'ai respecté cette tâche en professionnel parce que je sais que je m'adressais à des professionnels et qu'ils attendaient de moi une réaction de professionnels. Question simple, est-ce qu'il est difficile, malgré le nom que vous avez, et justement parce que vous avez ce nom au sommet de votre métier, est-ce qu'il est difficile d'être pris au sérieux par ces gens-là? Est-ce qu'ils n'ont pas au départ une suspicion en disant, tiens, oui d'accord, il a un nom, mais il vient se promener là, sans... Mais... Alors, il m'a semblé que vous leur avez dit clairement que vous veniez pas là pour faire du tourisme. Hein. Non, mais ça, ils le savaient depuis longtemps. Je veux dire, ils ne m'avaient pas vu, mais ils le savaient depuis très longtemps. Je ne crois pas qu'il y ait ces suspicions au départ. On peut avoir cet a priori, mais sans vouloir paraître prétentieux, je crois que lorsqu'on me rencontre, que l'on me rencontre et qu'on me connaît et que l'on parle d'un sujet bien précis et bien défini, on n'a pas très longtemps cet a priori et on comprend très bien de quoi il s'agit, de quoi je parle. C'est excitant, cet univers d'affaires, là. Les règles du cinéma, on les connaît. Il y a une hiérarchie fabuleuse dans le cinéma. Ça, bon, tout le monde le sait, ou presque. Ce monde-là, est-ce que les règles sont aussi dures que celles du cinéma, qui ne sont pas faciles, hein? Elles sont aussi dures, mais je crois que c'est pas spécifique au monde des affaires. Je crois spécifique à tous les genres d'entreprises et à tous les genres d'affaires. Je crois que rien n'est facile dans le monde. Rien n'est facile, rien n'est gratuit, rien ne se donne, rien n'est dû. Je crois que tout se gagne, tout se mérite, et tout se mérite par
par son travail, par son ardeur, par sa persévérance, par la conviction, je veux dire, mais surtout par le choix. Je crois que c'est important dans la vie, c'est le choix. Le choix de décider de quelque chose, le choix de faire quelque chose. Et lorsqu'on a fait un choix, quel qu'il soit, s'y tenir et s'y maintenir. C'est ça la chose essentielle, à mon avis. Vous me faites quand même penser de temps en temps, si vous me permettez la métaphore, à un coureur de fond qui, pour compliquer son parcours, mettrait des haies, parce qu'il faut les sauter, les passer, en quelque sorte de jalonner votre chemin de défi. Vous fonctionnez quand même aussi au défi. Je fonctionne au défi, je fonctionne au challenge, parce que ma vie est un défi. Ma vie est un défi depuis pratiquement mon enfance. Donc je ne vais pas vous raconter ici mon enfance. Vous en connaissez une grande partie. Elle a été un défi à 15 ans, elle a été un défi à 20 ans dans l'armée, elle a été un défi en Indochine, elle a été un défi ensuite. Elle a été un défi dans la vie tout court. Dans aussi, la vie tout quelquefois. court, elle a été un challenge. Je crois que c'est la principale excitation de vivre, je veux dire, c'est de vivre des défis, sinon on s'ennuie. Je veux dire, j'ai compris un jour que de toute façon, quoi qu'il arrive, je n'étais sûr que d'une seule chose dans ma vie, c'est de finir entre 4 planches de sapin. C'est la seule chose dont je puis certifier et être sûr. Le reste, on est sûr de rien. Dès l'instant où j'ai compris ça, je crois que ça a changé quelque chose d'important dans ma vie et que ça m'a permis de voir la vie et les choses d'une façon tout à fait différente. Je crois qu'il faut vivre. Je ne vis pas assez, je vous le dis franchement, je vous l'avoue, je vis mal. En ce moment, je vis mal pour des raisons extérieures, pour des raisons personnelles, pour des raisons annexes à ma profession. Je crois que si j'avais un conseil à donner à Alain Delon, je lui dirais « Prends le temps de vivre et vis un peu mieux malgré tes affaires, parce qu'on est là pour vivre et pas là pour s'emmerder. » Vous avez déjà la lucidité de savoir que vous ne vivez pas comme vous J'ai voudriez toujours vivre. eu la lucidité. Je crois qu'à la base de tout, il faut avoir la lucidité. J'ai toujours été lucide. Il faut savoir exactement quelles sont ses limites, essayer de ne pas en sortir. Il faut savoir exactement ce que l'on fait, ce que l'on est, jusqu'où on peut aller et jusqu'où on ne peut pas aller. Lorsqu'on a cette lucidité, je crois que c'est un critère de réussite. Quoi que l'on fasse et quoi que l'on entreprenne. Vous me permettez une question indiscrète et complètement directe. Je vous en prie. Imaginons tout à coup une femme que vous aimez. Vous êtes capable de dire, bon, allez, tant pis, hein, je fais un break de 15 jours et je vis 15 jours avec cette femme que j'aime. Vous pouvez le faire, ça encore? Ou le calendrier va vous dire, c'est impossible, il y a rendez-vous avec X demain, après-demain, etc. Vous pouvez passer cette vitesse encore? Je crois que s'il y a une femme que j'aime, ce ne sera pas un break de 15 jours, ce sera un break de 15 ans. Mais impossible de vous avoir. Bien, comment est-ce que vous déléguez beaucoup? Bon, il y a Delphine, c'est la production, il y a votre métier d'acteur, il y a la production, il y a les affaires. Vous faites confiance aux gens, vous êtes entouré, je sais pas, d'un staff, où vous déléguez les responsabilités, où vous voulez tout voir. Écoutez, de toute façon, je participe à tout, je veux tout voir, tout le monde le sait dans mon entourage et tout le monde le comprend. Rien ne se fait, rien ne se conclut, rien ne se termine sans que je donne le hockey dans quelque domaine que ce soit. Je crois, je l'ai déjà expliqué l'autre jour avec vous d'ailleurs, sur cet hôtel de la Rive Droite, je crois que ce qui est important dans la vie, c'est le choix de ses collaborateurs. Il faut savoir choisir ses collaborateurs. Et ce qui est très important, c'est les gens de votre entourage, que ce soit dans un domaine cinématographique, que ce soit dans un domaine d'affaires, que ce soit dans un domaine d'organisation sportive, ou que ce soit dans un domaine tout à fait privé. Il vous arrive de vous tromper sur les gens? Il m'est arrivé une fois dans ma vie de me tromper. Il m'est arrivé d'être escroqué moralement, c'est-à-dire d'être escroqué amicalement, à l'amitié, une seule fois dans ma vie. Oui. Je suis d'une grande psychologie pour les êtres, je les comprends très vite et je les sens très bien. Je ne me suis donc trompé qu'une seule fois. Et je crois que c'est très important, c'est vos collaborateurs, les gens qui vous entourent. Parce que comme je vous l'ai dit la semaine dernière, je ne crois pas être un homme d'affaires. J'ai appris les affaires, je peux faire des affaires, mais je suis avant tout un homme d'idées. Je suis un homme de challenge, je suis un homme de risque, un homme de défi, comme vous dites. Et après, il faut avoir les gens autour de vous pour réaliser vos idées, pour les accomplir et pour les développer. Bon, moi je crois que vous êtes très clair et très explicite sur tout ce chapitre. Alors, j'ai un cadeau pour vous. Et ça, j'avoue qu'on peut en témoigner l'un et l'autre. Vous ne savez pas ce que c'est. Absolument Je vais pas. vous demander de l'ouvrir. Je crois qu'il vous fera plaisir. Écoutez, si c'est des chocolats suisses, j'aime beaucoup ça. Mais Non, mais c'est pas des chocolats. C'est Non, pas non, des non, non, chocolats. c'est pas des chocolats. je dois l'ouvrir devant les caméras. Vous pouvez l'ouvrir dans les caméras. Vous allez voir ça. Je crois que ça vous intéressera. Ouais, j'espère. Alors je le montre à la caméra, Oui. je crois. C'est un film, un livre de Jean Lacouture sur De Gaulle le rebelle. Oui, c'est une biographie de Lacouture sur le général de Gaulle
qui, je crois, va vous passionner, parce que d'abord, vous êtes un admirateur du général et vous êtes un gaulliste quelque part dans l'âme et dans le cœur. Et puis parce qu'il vous intéressera beaucoup, c'est tous les rapports de Gaulle et Pétain avant la guerre. Il y a vraiment des éléments tout à fait intéressants. Et Claude Mauriac, qui, comme vous le savez, était le secrétaire particulier du général, a dit qu'il avait trouvé là-dedans des choses tout à fait étonnantes dont il n'avait même pas, lui, eu connaissance. Laissez-moi d'abord vous remercier de ce cadeau qui me touche énormément. Bon, Alain, c'est pas un cadeau tout à fait innocent, parce qu'il me permet une transition. Vous êtes gaulliste, vous avez acheté, je crois, le manuscrit du 18 juin, de l'appel du 18 juin. J'ai racheté le manuscrit de l'appel du 18 juin, oui. Bon, ma question est simple. Pour qu'il ne quitte pas la France. Qu'il ne quitte pas la France, oui. Exactement. Je l'ai offert aux Compagnons de la Libération. Bien. Alors, il ne s'agit pas d'entrer dans des méandres politiques, c'est pas le but de notre entretien. Pas le but de notre rencontre. De notre rencontre. Quand on a été gaulliste, comme vous l'avez été, comme vous l'êtes, parce que ça passe pas, ça veut dire, c'est un état d'esprit, c'est presque un état de cœur. Comment se sent-on comme citoyen français, ce que vous êtes, dans la France actuelle? Je veux dire, vers quel regard on peut tourner son regard. Comment vous vous sentez, vous? Moi, personnellement, je me sens très mal, je veux dire. Je me sens très mal et je l'ai dit. Je me sens très mal parce que je n'aime pas le gouvernement français actuel, parce que je n'aime pas la politique du gouvernement français actuel, parce que je n'aime pas l'orientation, je veux dire, actuelle. Je suis contre le régime socialiste. Je n'apprends rien à personne, tout le monde le sait. Mais je me sens mal surtout, si vous voulez, parce que je n'entrevois pas d'avenir positif et clair. Et de recours? Pourquoi? On ne va pas parler de De Gaulle. Les De Gaulle, il y en a un tous les siècles. Je veux dire, il y a De Gaulle, il y a Rothschild, il y a Roosevelt. Mais parce que, je veux dire, ce qui est important, c'est pas le passé, c'est pas le présent. Ce qui est important, c'est l'avenir. Et l'avenir, c'est l'opposition, obligatoirement. L'opposition à la majorité actuelle. Oui. Et pour moi, l'avenir, il est dans l'opposition. Et il n'y a pas d'opposition. Parce qu'il n'y a pas de leader d'opposition. À mon sens, il y a 6 leaders de l'opposition. Et ce que je reproche, si vous voulez, pourquoi je me sens mal, c'est parce que je ne sens pas chez aucun de ces leaders de l'opposition, à part peut-être un tout petit, je ne sens pas, si vous voulez, l'intérêt de la France. Je ne sens que des intérêts personnels, des intérêts de politicards, des intérêts de politiciens, mais pas des intérêts de gestionnaires d'un pays, pas des intérêts de gestionnaires d'un peuple. Et c'est ça qui fait peur, et c'est ça qui fait que l'on se sent mal en France aujourd'hui, parce qu'on ne voit pas très bien où l'on va. Quand vous avez dit il y en a peut-être un, soyons précis, je crois que Christine Ockrent l'avait fait dans l'interview mémorable que vous avez eue avec elle, avait prononcé le nom de Le Pen. J'imagine que celui auquel vous pensiez en disant il y en a peut-être un, il ne s'agit pas de Le Pen. Il s'agit de Le Pen, effectivement, il s'agit de Le Pen. Parce qu'il est le seul, je crois, à dire ce qu'il pense. Et je crois qu'il est le seul, si vous voulez, à dire une certaine vérité. Je ne dis pas que je suis partisan de Le Pen. Je constate simplement qu'il est le seul à dire certaines choses que les Français ont besoin d'entendre et ont envie d'entendre. Je veux dire, il est le seul, c'est pour ça qu'il a tellement dérangé l'opposition, parce qu'il n'a pas joué le jeu de l'opposition. Il a joué un jeu de solitaire. C'est pour ça qu'aux dernières élections, il a fait ses 10%, comme vous le savez, parce qu'il a réuni qui? Il a réuni tous les mécontents de l'opposition, je veux dire, plus une partie des mécontents de la majorité, qui ne sont pas contents. Ce qu'on a appelé les cocus du socialisme. Ceux qui se trimballent dans la rue en disant « j'ai voté socialiste, je suis cocu, je me suis trompé ». Ça existe, on l'a vu sur des voitures à Paris, on l'a vu partout. Et je faisais effectivement allusion à Le Pen, bien sûr, parce qu'il est le seul qui ose dire les choses telles qu'elles sont. Il a des lacunes, il a des défauts, mais dans un certain sens, c'est le seul qui a un dialogue, si vous voulez, qui, à mon sens, concerne la France, les Français, et pas un intérêt personnel. Ce qui m'intéresse, c'est l'intérêt de la France. Je ne le sens pas chez les autres. Je ne sens que des intérêts de partisans, que des luttes partisanes. Je veux dire que ce soit M. VGE, l'ancien président de la République, ou M. Chirac, je veux dire, on les voit se réconcilier, discuter ensemble. On sait que tout ça, c'est du cinéma, tout ça, c'est du cirque. On sait très bien qu'un devrait s'en aller, l'autre devrait passer à autre chose. Tout le monde le sait. Où est aujourd'hui le leader de l'opposition? Citez-moi son nom, donnez-moi son nom. Il n'y en a pas. Alors, où on va aller et où va-t-on aller? On va aller
qu'aux prochaines législatives, si ça continue, on restera dans un gouvernement socialiste et on continuera comme ça, parce que M. Mitterrand est quand même un grand président et un président important. Mais dites-moi, Alain, de Gaulle, tout de même à Le Pen, ça fait une fabuleuse décélération quand même comme image représentant. Mais il n'y a pas de comparaison, on ne peut pas parler oui. de Gaulle et de Le Pen, ça n'a strictement rien à voir. C'est comme si vous disiez Napoléon et Trouillebert, c'est complètement ridicule, je veux dire. Mais on ne va pas parler de Gaulle. Ce que je vous dis, ce qu'il manque aujourd'hui à la France, à mon sens, mes propos n'engagent que moi. Je ne vous dis pas qu'il manque un De Gaulle, parce qu'on ne trouvera pas un De Gaulle. Il n'y a pas un De Gaulle existant en France aujourd'hui. On le saurait. Mais il peut y avoir quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, je veux dire, il va peut-être se découvrir, il va peut-être arriver, il va peut-être poindre à l'horizon. Pour le moment, on ne le voit pas poindre. Pour le moment, il y a une demi-douzaine de leaders de cette opposition. Et le pire ennemi de l'opposition, c'est elle-même, c'est l'opposition qui s'entrecoupe, qui s'entre-déchire et qui est absolument incapable, à cause de l'une partisane, de dire « voilà le leader de l'opposition ». Le plus grand problème de la France actuellement, est-ce que vous pensez que c'est un problème d'économie? Bon, une économie dans un état très précis. Un problème de gestion, je veux dire. La gestion socialiste, à mon avis, est la gestion la plus mauvaise qu'on ait connue depuis les dernières décennies. Mais est-ce que les deux problèmes essentiels ne sont pas les émigrés? C'est un problème quand même important en France, avec tout ce que ça suscite comme réaction. Et ça permet justement à M. Le Pen d'avoir une tribune pour dénoncer ce qu'il considère comme un fléau, comme un grand problème. Et l'autre problème, l'insécurité. Alors l'insécurité, moi j'ai lu beaucoup de choses pour préparer cette interview, et comme vous êtes là pour l'infirmer ou le confirmer, c'est une légende de journaliste que vous avez, je sais pas, vous êtes protégé, votre maison, etc. Vous êtes quand même pas un type à avoir peur, il me semble pas, ça correspond pas à vous, ça, la peur. C'est pas une question de peur, je veux dire, c'est une question de monde dans lequel on vit protégé. Je peux l'être, mais comme un personnage public. Parce que si vous voulez, je veux dire, le monde est fou. Il faut bien vous le dire, Christian Lefay. Mais plus maintenant qu'avant, vous pensez? Je crois plus maintenant qu'avant. Si vous prenez les journaux tous les jours, que ce soit La Suisse ou que ce soit France Soir, je veux dire, c'est une hécatombe chaque jour de témoignages de folie, de témoignages de sauvagerie, de témoignages de choses absolument insipides, de choses absolument ignobles. Les gens sont fous. L'insécurité, je veux dire... Vous la ressentez, vous, par exemple? Ah, je la ressens, oui, je la ressens dans la rue, je la ressens chez les gens lorsqu'ils sortent, je la ressens absolument. Mais l'insécurité, c'est aussi un phénomène politique, je veux dire, parce que la France, si vous voulez, lorsque vous ouvrez un journal tous les jours, vous dites la police en a ras-le-bol, la police n'en peut plus, la police ceci, la police cela. La France a l'impression qu'elle n'a plus de ce qu'on appelle de gardien de la paix. La paix, ça existe. Bon, donc le citoyen ne se sent plus protégé. Ce qui peut se passer à Lyon ou ce qui peut se passer aux Minguettes, vous l'avez vu, sont des choses absolument abominables. Et on a le droit, je veux dire, et les citoyens français ont le droit de dire « je paie des impôts pour être protégé par ma police, donnez-moi la police qui me convient ». Et on a l'impression qu'en France, aujourd'hui, on n'a pas la police qui vous convient. Il y a effectivement un grand phénomène d'insécurité. Mais pourquoi il y a insécurité? Il y a insécurité, je veux dire... Il y a insécurité parce qu'il y a moins d'argent, parce qu'il y a plus d'argent. Il y a insécurité parce qu'il y a trop de chômage. Il y a insécurité peut-être aussi parce qu'il y a trop de groupuscules, je veux dire, qui veulent manger, qui veulent vivre. Vous savez, le monde, je veux dire, n'est rien d'autre qu'une jungle. Les gens ne sont pas plus... à part l'intelligence différente de certains animaux, et lorsque dans la jungle, un animal a faim, il va tuer un autre animal pour manger. C'est un peu ça l'explication aujourd'hui, je veux dire. C'est ce qui ressort de tout ça, je veux dire. C'est absolument incontrôlable, c'est absolument impensable, mais c'est comme ça. Vous êtes très attentif au problème, je veux dire, du temps dans lequel vous vivez. C'est pas le cas de tous les comédiens, hein, je veux dire, et voire même des autres citoyens. Vous voyez, il y avait une émission à la télévision avant-hier soir, je veux dire, on vous expliquait quand même, je ne sais plus quelle émission, peu importe, que les 2 tiers du monde crevaient de faim. Est-ce que vous trouvez ça normal? Moi, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre que les 2 tiers du monde, aujourd'hui, crèvent de faim. Et on est en train de vous expliquer que systématiquement, je veux dire, en faisant ce qu'on appelle les prévisions, je veux dire, que dans 25 ans, ce sera pratiquement les 3/4 du monde qui va crever de faim parce qu'on ne pourra plus nourrir le monde. Comment vous arrivez à concevoir ça? Vous ne pouvez pas le prendre avec le sourire, je veux dire, vous savez ce qui se passe en Afrique, vous savez ce qui se passe partout. Je veux dire, comment peut-on se sentir bien dans sa peau, je veux dire, quand on est là, quand
quand on repousse son assiette parce qu'on n'a plus faim, parce qu'on en a trop, comment peut-on réagir quand des cultivateurs, pour des raisons peut-être tout à fait valables, déversent sur le sol des camions de pommes ou des milliers de litres de lait ou de beurre? Moi, il y a des choses que je ne comprends pas, moi, dans la marche du monde. Je ne comprends pas dans toutes ces réunions de ces éminences qui se réunissent soi-disant pour aider le tiers-monde, qui continuent à crever de faim. Je ne comprends pas. On est loin du cinéma, vous allez me dire. Mais je réponds à la question que vous m'avez posée. Absolument, mais je ne vois pas pourquoi on se cantonnerait au cinéma. Il n'y a pas de frontière à mettre avec un interlocuteur qui a des opinions sur une question. J'en ai une autre qui nous ramène au cinéma et qui est importante. Vous avez vu qu'il y avait un projet d'un festival du cinéma français à la Nouvelle-Orléans. Bon, pour présenter les films français à la Nouvelle-Orléans, en quelque sorte, le Réponse du berger à la bergère, la Réponse de Deauville, qui chaque année offre un superbe créneau à la production américaine, qui n'encourt pas naturellement la sanction d'un palmarès, puisque Deauville n'a pas de palmarès. Alors, vous ne croyez pas, il y a eu un séminaire à Rimini sur le cinéma européen, et Claudia Cardinal, que vous connaissez bien, pour avoir tourné avec elle le chef-d'œuvre de Visconti, Le Guépard, Claudia Cardinal a dit qu'il faudrait quand même que ce cinéma européen commence à avoir plus d'ambition qu'il n'en a. Quel est votre sentiment global sur ce problème qui est vaste, je le sais? Mon opinion sur le cinéma européen à l'étranger? Oui, qui s'exporte, Je crois que le cinéma européen à l'étranger s'exporte à peu près dans tous les pays, sauf aux États-Unis. Je crois qu'il ne s'exportera jamais aux États-Unis parce que les États-Unis ont une politique de protectionnisme de leur cinéma. Je veux dire, les portes sont fermées. De toute façon, de temps en temps, on entrebâille une porte pour un certain cinéma qu'on appelle underground ou qu'on voit dans les art theaters. Et ni plus ni moins, je veux dire, le problème, il est là. Le jour où les États-Unis laisseront pénétrer sur leur territoire, ce que je ne crois absolument pas, le cinéma européen, le problème restera le même. Parce que le seul marché intéressant et la seule potentialité cinématographique, c'est les États-Unis. Le cinéma européen s'exporte dans tous les pays, je veux dire, en dehors des États-Unis. Oui, mais c'est un marché fabuleux, les États-Unis. Mais c'est 45% du marché mondial. Mais ce sont les Américains qui, délibérément, je veux dire, adoptent cette politique de protectionnisme et ont fermé les frontières au cinéma français, au cinéma italien, au cinéma espagnol, au cinéma européen. Il y a aussi le problème de la langue, vous me direz. Mais c'est surtout simplement parce qu'ils défendent leur cinéma et parce qu'ils sont comme ça. Et on ne peut pas leur donner tort. Bon, mais je voulais avoir votre opinion. J'ai une dernière question, celle que je vous avais promis en début d'émission, qui est simple. Vous avez une admiration pour De Gaulle, ça, on l'a dit tout à l'heure, pour une raison d'abord, j'imagine, parce qu'il y a le fabuleux défi du 18 juin 40. Hein. Il ne devait pas être très très nombreux ceux qui ont appliqué dans les 48 heures à Londres. Et puis il y a peut-être aussi ce qui est inhérent à tout grand destin d'homme, qu'il soit politique ou autre, c'est de savoir assumer quelquefois la solitude. C'est toujours inhérent, je crois, à un grand destin. Alors ma question est simple, est-ce que vous êtes un homme seul, quelque part, et comment vous l'assumez si tel est le cas? Je ne dirais pas que je suis un homme seul, je dirais que je suis foncièrement un solitaire. Je crois que dans quelque domaine que ce soit, sans que ce soit mal pris et pas péjorativement du monde, que ce soit politique ou dans les arts ou dans les affaires, je crois que le pouvoir isole, un certain pouvoir isole totalement. La gloire aussi, quoi, je veux dire. C'est ce que je voulais vous dire, Oui. J'entendais cela. C'est un pouvoir, vous Oui. savez, même le pouvoir du producteur, le pouvoir de ce que je représente dans mon métier de cinéma. Le pouvoir isole totalement. Donc je suis un solitaire et je ne suis pas foncièrement seul, mais je suis assez enclin à la solitude comme je suis enclin à la nostalgie. Je le subis, je veux dire, je l'assume très souvent, pas toujours facilement, mais c'est mon tribut. Ça ne peut pas être autrement. Je me suis demandé comment vous passiez les coups de blues que tout un individu a. Un soir, on a un grand coup de blues, quoi, un coup de cafard. Comment vous réagissez, vous? Mais je réagis très mal, je réagis comme beaucoup de gens. Je veux dire, je suis un homme comme les autres. C'est pas parce que je suis un acteur ou Alain Delon. Je réagis des fois d'une certaine façon, d'autres très mal. Je veux dire, il n'y a pas de remède à cela. Il n'y a pas de règle absolue. Je veux dire, chacun réagit comme il réagit. Il m'arrive d'être profondément désœuvré. Il m'arrive d'être profondément écœuré. Il m'arrive d'être profondément déprimé. Il m'arrive d'être profondément triste, mais comme je suis aussi un être excessif, comme je suis un scorpion, vous le savez, lorsque je crois que je suis peut-être doté d'une
sensibilité au-delà de la normale. Mais je crois que lorsque je suis heureux, je suis plus heureux que les autres. Lorsque je suis enjoué, je suis plus enjoué que les autres aussi. Et je crois que ça ne peut pas être autrement. Il me semble que c'est une excellente conclusion à notre entretien. Non, j'aurais voulu avoir, si vous voulez, la philosophie du général de Gaulle qui a déclaré un jour d'une phrase absolument superbe. Il disait « Et le soir, lorsque le soleil tombe sur Colombey, dans les mémoires de guerre, lorsque le soleil tombe sur Colombey, je regarde le ciel et les étoiles et je me pénètre de l'insignifiance des choses. » J'aimerais avoir cette philosophie. Je me pénètre de l'insignifiance des choses. Merci Alain. Merci d'avoir répondu aussi franchement, directement, spontanément et avec la passion qui vous caractérise aux diverses questions que j'avais envie de vous poser. Merci à vous, Christian.